Voici la carte militaire de l'Ukraine au 1er décembre 2025 et comme d'habitude on va parler des frappes générales. Les Ukrainiens envoient toujours des drones plus ou moins le long de la frontière, donc c'est des drones à courte portée pour frapper évidemment des raffineries russes et autres infrastructures russes. Bon, là, aucune cible militaire, j'ai envie de vous dire un peu comme d'habitude. Et les frappes de drones ukrainiens ont de moins en moins d'effet les semaines passant, puisque comme ils frappent plus ou moins les mêmes infrastructures, je dis bien plus ou moins, c'est pas le cas tout le temps, mais plus ou moins les mêmes raffineries, plus ou moins les mêmes infrastructures énergétiques, en particulier dans l'oblast plus haut de Bryansk, de Kursk et de Belgorod, et bien les Russes s'y préparent évidemment, hein, donc ils mettent des filets anti-drones, mais pas que, ils mettent aussi des nouveaux camions laser anti-drones, ça leur permet de faire des tests, ainsi que les tout derniers Pantsir, hein, les systèmes antiaériens mobiles légers, donc spécialisés pour l'anti-drone. Donc tout cela permet donc de tester ce matériel, à l'exception des Pantsir anti-drone qui sont déjà au point. Donc disais-je, il y a de moins en moins d'effets concernant les drones ukrainiens en Russie. Par contre, les Russes font toujours des frappes aussi énormes presque tous les jours en centaines de drones, en dizaines de missiles sur l'Ukraine, partout comme d'habitude, et comme je vous le dis toutes les semaines maintenant, je ne vous marque pas toutes les frappes russes, elles sont beaucoup trop nombreuses. Quand je vous en parle en Ukraine, c'est quand vraiment c'est quelque chose de saillant qui sort un petit peu de l'ordinaire. Voilà, et justement en frappe sortant de l'ordinaire, on va parler de deux frappes ukrainiennes. La première sur Taganrog. Alors sur Taganrog, qu'est-ce qui s'est-il passé? Eh bien, on a eu un A-60 qui servait de laboratoire de test pour un laser embarqué anti-satellite qui a été en partie détruit par des drones ukrainiens. On va voir ça en image. Alors voici l'Antonov 60 ou aussi appelé A60 qui servait de laboratoire de test pour un laser embarqué anti-satellite. Les tests battaient leur plein jusqu'à environ 2014-2015 et ensuite les Russes ont plus ou moins abandonné ces tests parce que ce n'était pas vraiment au point, c'était très très difficile à mettre en œuvre, cela coûtait très cher et ils avaient déjà des systèmes qui ont commencé à être vraiment au point comme les S500 et S550, les systèmes antiaériens développés exprès anti-satellite et aussi anti-missiles hypersoniques. Donc étant donné que les Russes avaient déjà des systèmes anti-satellites au point, ils ont lentement abandonné le concept et ils se sont plus dirigés vers les lasers anti-drones sur camion pour éviter de monopoliser des budgets qui sont quasiment inutiles pour un projet anti-satellitaire alors qu'ils ont une guerre à gagner en Ukraine où la priorité absolue sont les camions laser anti-drones. C'est ça la priorité absolue et non pas détruire un satellite. Surtout que, comme je viens de vous le dire, ils ont déjà les S500 et S550 qui ont été conçus pour ça et qui sont déjà parfaitement au point. Alors malgré tout, est-ce une grosse perte pour la Russie? Oui, c'est quand même une perte importante. On parle d'un Antonov 60, c'est un avion important. Mais bon, faut relativiser la perte, hein. Ce n'est pas un avion pour la guerre, c'était un avion pour des tests de laser embarqué anti-satellite. Donc là, pour la guerre, ça va strictement rien faire. Mais bon, c'est quand même une perte non négligeable, hein, un Antonov 60. Voilà, tout cela était à souligner. Alors, autre frappe intéressante, eh bien, on a eu dans la mer Noire deux tankers battant pavillon gambiens qui ont été attaqués par des drones navals ukrainiens et d'après le SBU lui-même, c'était des drones Sea Babies, donc les plus gros drones navals ukrainiens
pouvant avoir une autonomie jusqu'à 1000 km au maximum, avec une très grosse charge explosive. Les Sea Babies coûtent environ 275 000 $ à peu près, donc ça coûte quand même très cher. En tous les cas, d'après le SBU lui-même, les deux tankers étaient vides et ils allaient vers le port de Novossylsk ici, donc un port très important. Alors il faut savoir que les deux tankers n'étaient pas des tankers russes, mais en tous les cas, même s'ils étaient vides, les Ukrainiens les ont considérés comme aidant la Russie, ils les ont attaqués. Alors étonnamment, la Turquie n'a pas hurlé, peut-être parce que ça fait partie de l'OTAN, la Turquie, mais en tous les cas, le Kazakhstan, lui, a hurlé contre l'Ukraine. Donc, et a déposé une plainte contre l'Ukraine en disant qu'il fallait qu'ils arrêtent immédiatement les attaques contre les tankers en mer Noire parce que cela gênait considérablement les échanges internationaux de pétrole. Il faut savoir que, évidemment, il y a plusieurs nations très affectées par les attaques de drones sur les tankers dans la mer Noire. Donc là, on a le Kazakhstan, mais pas que, l'Ouzbékistan, etc. Et la Turquie, bien sûr, et encore d'autres nations, bien sûr. Donc tout ça, toutes ces attaques font renchérir le coût du pétrole. Et aussi, autre revers de médaille que les Ukrainiens devraient quand même avoir en tête, c'est que si les Russes en ont vraiment marre des attaques avec les drones navals, ils pourraient faire un blocus total d'Odessa. Odessa et Kherson, faire un blocus total. Alors, à un moment donné, les Russes voulaient faire un blocus total, mais bon, les alliés russes ont un petit peu critiqué la Russie, donc la Russie ne l'a pas fait. Cela dit, si les attaques continuent, les Russes pourraient dire à ses alliés, vous voyez, les Ukrainiens font quelque chose de complètement illégal et ils font des disruptions sur le marché pétrolier international, faisant augmenter les coûts du pétrole. Donc là, nous allons vraiment faire un blocus en mer Noire afin que l'Ukraine soit complètement coupée du reste du monde au niveau maritime. La Russie pourrait le faire du jour au lendemain, elle en a largement la puissance, contrairement aux dires des journaux occidentaux. La mer Noire est contrôlée par la Russie, bien évidemment, pas par l'Ukraine. L'Ukraine n'a que des drones navals. C'est tout, elle a que ça, elle a absolument aucun contrôle sur la mer Noire, c'est la Russie qui pourrait faire ce qu'il veut de la mer Noire. La Russie retient sa main à cause de ses alliés. La Russie tient absolument à sa réputation d'État très pondéré et d'État très patient. Donc elle a une réputation à tenir, mais c'est uniquement pour ça. Encore une fois, la Russie pourrait faire un blocage maritime complet si elle le voulait. Bref, en tous les cas, nous verrons si l'Ukraine continuera. Moi, je pense que l'Ukraine continuera malgré tout et pensera que la Russie n'osera jamais faire un blocus naval. Bon, bref, nous verrons bien. En tous les cas, maintenant, passons au front. Donc, sur Kherson, il ne s'est rien passé, mais d'après les rumeurs que j'ai sur Kherson, ça commence à bouger apparemment. Alors, c'est des rumeurs, je vous préviens tout de suite, je ne suis sûr de rien, mais les rumeurs, c'est qu'il y a quand même des forces qui commencent à s'agglutiner à Kherson. Je n'en ai aucune idée où cela peut être pour reprendre la ville de Kherson même. Voilà, ce ne sont que des rumeurs à prendre avec donc des pincettes. Alors, par contre, sur Zaporojhia, là il s'est passé des choses. Alors, tout d'abord, déjà, on a les forces armées russes qui consolident énormément cette zone sur la rive est du fleuve Dniepr. Bien évidemment, là, ils se dirigent vers le sud de Zaporojhia comme d'habitude, et apparemment, cette consolidation a été fortement aidée par d'autres unités du sud. Donc apparemment, là, il y a un grand projet en cours. Un petit peu comme Kherson, comme je viens de vous le montrer précédemment. Mais bon, nous verrons bien. Là, je vous ai entouré exceptionnellement Orerov, la ville
un peu forteresse, hein. J'ai mis un 1 parce qu'il y a 4 forteresses en tout restantes donc qui résistent aux assauts russes, qui font que la Russie n'a pas encore pris tous les oblasts qu'elle voudrait et qui sont dans la constitution russe. Donc je les ai entourés parce que ce sont les toutes dernières. Après, c'est fini. Donc là, vous voyez les lignes de la semaine dernière, les Russes sont quand même pas mal avancés sur Orerov. Et comme je viens de vous le dire, Orerov, c'est la dernière forteresse majeure ici pour l'oblast de Zaporojia. Quand Orerov tombera, c'est le plus gros verrou stratégique de Zaporojia, pour ne pas dire le seul qui reste. Donc quand Orerov tombe, c'est tout qui tombe. Tout Zaporojia tombe. Voilà, il y aura une résistance comme d'habitude, comme je ne cesse de vous le répéter, à l'image de Kramatorsk et Slaviansk. Pareil, comme pour Donetsk, il y aura une résistance à Zaporojia, mais qui sera vite fait. Voilà. Hein, parce que de toute manière, quand les 4 forteresses tomberont, je vais vous les montrer, hein, eh bien, l'effet militaire et psychologique sera tel que tout tombera concernant les 4 oblasts. Évidemment, on ne parle pas des autres oblasts. Hein. On ne parle depuis le début que des 4 oblasts. Hein. Hein, là, je vous voyais la forteresse numéro 1, la forteresse numéro 2 qui est Pakrovsk, ensuite la forteresse numéro 3, Siversk, et la dernière forteresse numéro 4 qui est Krasny Liman. Voilà, ce sont des verrous stratégiques. Alors pourquoi je ne parle pas de Kupiansk, parce que Kupiansk c'est fini, il y a quasiment plus rien, le nettoyage n'est pas fini côté russe, mais quasiment fini. Donc en gros il reste 4 forteresses. Quand ces 4 forteresses tomberont, ce sera une victoire russe totale, et ils prendront relativement aisément le reste des oblasts voulus. Voilà, allez, revenons à Zaporojia. Orerov, on en a parlé. Alors, je rappelle une dernière fois que les symboles jaunes, c'est les hubs logistiques importants à côté du front. Voilà, donc en gros, ce sont de futures cibles pour les Russes. Donc là, vous pouvez voir qu'à Gouliapolye, il y a eu une grosse avancée. Donc, Gouliapolye, évidemment, ne résistera vraiment pas longtemps. Alors Gouliapolye était un endroit vraiment important aussi. Hein. Quand Gouliapolye tombera, pour le côté est d'Orerov, là ça va être une autoroute, hein, pour les Russes. Ils vont pouvoir avancer entre guillemets, je dis bien entre guillemets, tranquillement. Alors là, il y a eu une avancée russe, pareil, très importante. Donc Nové Zaporojia qui a été prise, hein, avec Radispié ici. Donc vous voyez que là ça avance pas mal. Là les Russes ont pris cette petite ville, mais rien d'extraordinaire. Vous voyez ici sur Alexandria la ville à prendre, hein, la future ville à prendre, parce que comme vous pouvez le voir avec les grandes routes, c'est un hub routier. Là ils ont fait une avancée, on va dire relativement petite. Donc là ils consolident vers cette ville-ci, et cette ville-ci ils viennent de la prendre. Alors là, il ne s'est rien passé de spécial. Là, je suppose qu'il consolide. Je n'ai pas eu de nouvelles à vous dire sur cette ville-ci. Alors, évidemment, sur Pakrovsk, là, par contre, il y a beaucoup à dire. Donc, évidemment, c'est la plus grande forteresse restante du front. Beaucoup, beaucoup de choses à dire. Là, vous voyez, j'ai enlevé les lignes de front qui entouraient exactement cette zone. Alors pourquoi? Parce que sinon ça va se confondre avec la vraie ligne de front qui est devant. Alors là, c'est la zone où il y avait encore beaucoup de militaires ukrainiens, beaucoup de soldats ukrainiens. Pour Myrnorad, les Russes, je dirais qu'ils l'ont prise sous contrôle, hein. Sous contrôle à 90%. D'après ce que j'ai pu lire. Donc là, c'est du nettoyage pour Myrnorad. Myrnorad, c'est fini, bien évidemment. Et que s'est-il passé là pour tous ces soldats ukrainiens qui sont prisonniers dans cette zone-là? Eh bien,
Je n'ai pas d'informations précises parce que évidemment la brouillard de la guerre, vous doutez bien que là les combats sont tellement intenses que bon bah il y a très peu d'informations. Là, tous les blogueurs russes qui font état de ce qui se passe ici disent qu'il y a beaucoup d'Ukrainiens qui se rendent ou qui essayent de fuir, mais là c'est vraiment pas un scoop, c'est ce que je vous dis depuis 2 semaines déjà, donc c'est une lapalissade que de dire ça. Par contre, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a toujours des combats ici, hein, dans cet ex-chaudron, hein, puisque le chaudron a été refermé. Donc il y a toujours quelques combats, mais qui s'amoindrissent beaucoup. Et je vais vous expliquer pourquoi ils s'amoindrissent beaucoup. Alors là, vous voyez, j'ai mis plusieurs flèches. Alors ça, c'est les flèches de la semaine dernière en bleu. Donc il y a eu un assaut ukrainien important ici pour essayer de percer afin d'aider leurs camarades qui sont complètement encerclés et pris dans un chaudron. Donc ça, c'est les forces ukrainiennes. Ça, c'était leur but. Hein, c'est pour ça que l'avancée de la flèche bleue est en pointillé. Et ils se sont fait détruire. Vous allez me dire, bien évidemment. Cela dit, là vous voyez les Russes, avant il y avait une ligne de front ici que j'avais mise, mais qui n'était pas une ligne de front consolidée. Voilà. Donc les Russes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont abandonné tout ce terrain-là pour consolider Paklovsk et Mirnograd, pour aider les forces russes à nettoyer les quelques milliers de soldats ukrainiens qui restent ici, hein, dans cette zone bleue. Voilà, donc on verra comment ça va se passer. Bon, évidemment, je vous donne tout de suite le résultat, vu que là, déjà que les Russes y arrivaient seuls, avec l'arrivée de toutes ces forces russes qui étaient stationnées au nord de Paklovsk, soit pour faire un encerclement, soit pour continuer à avancer, vous vous doutez bien que là, ça va être très facile pour les Russes d'en finir avec cette poche qui résiste encore un petit peu. Mais avec une attrition de ce niveau-là, c'est-à-dire avec des gens qui se rendent, c'est-à-dire des prisonniers, avec les déserteurs, plus les forces russes qui arrivent, vous vous doutez bien que ça va pas durer très longtemps cette poche. Donc je suis curieux de savoir comment ça va se finir la semaine prochaine, comment ça va se finir avec ces milliers de soldats ukrainiens. Vont-ils résister jusqu'au bout, hein? Je parle pour les combattants, évidemment, je ne parle pas pour les déserteurs et les prisonniers, mais vont-ils vraiment résister jusqu'au bout ou vont-ils revenir à la raison et se rendre en masse comme un seul homme pour arrêter la boucherie complètement inutile? Je ne comprends même pas pourquoi il y a encore des soldats ukrainiens qui obéissent aux ordres de Zelensky et se battent jusqu'aux derniers soldats ukrainiens de cette zone. C'est du plus haut ridicule, ça n'a aucun sens. Cela dit, ça montre une chose. Cela montre que la propagande depuis 2014 occidentale pour retourner l'esprit des Ukrainiens afin de haïr leurs propres frères, c'est-à-dire les Russes, eh bien, a fonctionné à merveille. Voilà, parce que il n'y a qu'avec une haine farouche qu'on peut obéir à des ordres qui n'ont absolument aucun sens. Et c'est comme ça depuis 3 ans et demi. Donc imaginez-vous la propagande qu'il a fallu pour retourner ces deux peuples frères pour une haine tellement farouche qu'il y en a qui se battent encore, quoi. Parce que Zelensky en a décidé ainsi. C'est extrêmement triste et aussi tragique. Bon, bref. Là, les Russes, ici, ont fait une très grosse avancée, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est les lignes de la semaine dernière. Ils ont fait une très grosse avancée. Cela dit, au coup de théâtre, alors là, je suis moi-même étonné. Vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous avais dit qu'il y avait un assaut exceptionnel ukrainien. Eh bien, l'assaut exceptionnel ukrainien a quand même plus ou moins réussi. Alors, pourquoi plus ou moins réussi?
Ils ont réussi à enfoncer ce flanc-là, ouest russe. Donc ils ont réussi avec énormément de force, quoi, énormément de force par rapport aux autres assauts habituels, hein. Évidemment, ça n'a rien d'énorme dans l'absolu, mais c'est beaucoup plus puissant que d'habitude. C'est pour ça qu'encore une fois, je le répète, j'avais mis 3 lignes. Eh bien, il y a eu un effet quand même, hein. Donc ils ont réussi à avancer jusque-là, jusqu'à Nova Charové, ici. Et qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont pu avancer jusque-là? Eh bien, les Russes ont fait comme ici, c'est-à-dire, ça, c'était pas consolidé, hein, tout ça. Eh bien, toutes les forces russes qui étaient ici, eh bien, se dirigent vers cette ville-ci, afin justement de repousser l'assaut ukrainien. Voilà. Donc là c'est toutes ces forces russes vont se focaliser sur ce point-là afin d'aider leurs camarades. Donc là, c'est vraiment bizarre. Là, on a une grosse avancée russe. Là, les Russes se sont fait avoir, entre guillemets, face à un assaut particulièrement puissant ukrainien. Et par contre, les Russes aident, donc ont reculé. Là, ils ont reculé, hein. Toutes les forces russes se concentrent là. Et ici, la grosse avancée russe. Là, les Russes ont avancé, alors il y avait des assauts pendant au moins 2 mois. Il y a eu des assauts ukrainiens ici qui ont tous été repoussés. Et les Russes ont avancé et ils ont tellement bien avancé qu'ils vont finir par prendre cette ville-ci. Donc vous voyez, là c'est un peu bizarre comme situation. Là j'ai envie de dire cet assaut exceptionnel, comme je vous l'avais nommé la semaine dernière, je pense que c'est le dernier soubresaut du cadavre. Voilà, c'est ce que je pense. On verra si les Russes arrivent à contenir cet assaut ukrainien formidable. Nous verrons bien, nous verrons bien. En tout cas, bien joué côté ukrainien. C'est exceptionnel quand ils arrivent à faire un assaut, mais je vous avais prévenu la semaine dernière que l'assaut ukrainien était exceptionnellement puissant. Bref, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette zone-là. Allez, on passe sur cette zone-ci. Là, vous pouvez voir qu'il y a eu une petite avancée russe sur Konstantinivka. Bon, les Russes consolident, hein. Ils consolident la zone du sud avant vraiment d'enfoncer les forces ukrainiennes vers le nord pour suivre la grande route et ensuite prendre Kramatorsk vers le sud. Donc là, ils font plus de la consolidation qu'autre chose. Là, à l'est de Kramatorsk, il y a eu une avancée russe assez notable, hein, comme vous pouvez le voir. Donc là, cette ville-ci a été complètement nettoyée, ainsi que cette ville-ci. Donc là, les Russes avancent très bien. Alors sur Sivlesk, une des plus puissantes forteresses restantes, eh bien, qui est en train de tomber complètement, en train de complètement lâcher. Siversk, apparemment, d'après ce que j'ai compris, il y a eu un abandon, carrément, un abandon des forces ukrainiennes. Et alors, pas total comme d'habitude, mais un gros abandon des forces ukrainiennes. C'est pour ça que les Russes ont avancé aussi facilement sur Siversk, tout en longueur ici. Et les Ukrainiens savent très bien ce qu'allait leur arriver s'ils restaient ici, c'est-à-dire être pris dans le chaudron. Les Russes certainement en feront un comme ceci. Voilà. Bon, nous verrons bien. Mais en tout cas, Siversk, ça y est, c'est fini, hein. Siversk, c'est en train de tomber. Forteresse numéro 3. Là, il y a eu une avancée russe importante aussi. Comme vous pouvez le voir, une avancée russe importante. Ça, c'est les lignes de la semaine dernière. Krasny Liman, c'est la 4e. Petite forteresse, ça va tomber. Là, il y a une avancée russe aussi, toute petite. Là, il y a une avancée russe notable cette fois, hein, comme vous pouvez le voir là sur Koloviyar. Koloviyar, ça y est, ils sont dans la ville, hein, côté est, hein. Et évidemment, là c'est une flèche que j'avais mis de but stratégique russe. Et évidemment, le but des Russes, c'est de prendre Izium, bien sûr. Voilà, là au nord, sur Kupiansk, là les Russes ont reculé, hein. Les Russes ont un peu reculé. Alors pourquoi les Russes ont un peu reculé, vous allez me dire, alors que là il y a
Ça fait des mois que les Ukrainiens sont dans un chaudron et coupés depuis des mois de leur force principale logistique. Pareil pour ici, vous allez me dire pourquoi les Russes ont reculé. Eh bien, il y a eu 3 assauts importants, ici, ici et ici, encore. Et oui, encore. Donc, les Russes avaient besoin d'hommes ici. Et donc, d'après ce que j'ai compris, donc il y a des forces russes qui ont été envoyées renforcer le flanc ouest ici. Ça fait plusieurs fois que les Ukrainiens font quasiment au même endroit ces 3 assauts majeurs là pour Kupiansk. Alors je sais pas pourquoi. Il y a pas assez d'hommes là pour vraiment faire quelque chose, contrairement à ce que je vous ai décrit ici, au nord de Paklovsk. Hein. Alors là, parce que c'est l'endroit le plus important, donc les Ukrainiens envoient tout ce qu'ils peuvent sur Paklovsk, ça se comprend. Sur Kupiansk, je comprends pas pourquoi ils envoient encore des forces là. Les forces sont trop faibles, ils n'ont absolument aucune chance. Donc là, avec les forces russes qui ont été mises en renfort, ils vont se faire massacrer, bien évidemment. Là, sur ce front-là, il n'y a rien à dire. Veliki Bourg l'Ukrainien. Sur Vovchansk, évidemment, les Russes avancent. Là, ils ont pris pied déjà dans cette ville-là. Évidemment, le but, comme je ne cesse de vous le répéter, et d'où les flèches que vous voyez là, c'est d'avancer ici, aller sur la grande route, et comme but final pour l'extrême nord, de prendre Veliki Bourlouk. Et voilà ce qu'on pouvait dire sur le front, la soumis, rien, absolument rien. Là, j'ai laissé cette petite ligne de front, mais aucun blogueur russe n'en parle, ni même côté ukrainien. Je sais même pas si ces lignes de front existent encore, je vous avoue. J'ai pas les informations, donc là, je ne sais pas. Je les laisse comme ça, on va dire pour l'historique, mais c'est tout. Et voilà ce qu'on pouvait dire sur la carte militaire de l'Ukraine au 1er décembre 2025. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement si ce n'est déjà fait. N'oubliez pas de partager mes vidéos si vous appréciez mon travail. Très important pour moi. Aussi, pour ceux qui l'apprécient particulièrement, vous pouvez me faire un don, lien dans la description. Merci à tous pour tout cela. Et toujours, soyez curieux.